Au Québec, il n'y a pas une ville qui n'a pas une rue qui s'appelle Salaberry. Il y a une région qui porte son nom, Salaberry de Valleyfield. Pourquoi? Parce que cet homme-là, au 19e siècle, était le héros de ses concitoyens. Quand j'ai commencé à écrire Julie et Salaberry, qui est le deuxième tome des Chroniques de Chambly, ma série historique sur l'histoire de Chambly, eh bien, Charles Michel de Salaberry était incontournable parce que c'est à Chambly qu'il s'est marié et qu'il va vivre tout le reste de sa vie après la guerre de 1812. Pour découvrir ce personnage de roman, parce que je voulais en faire un personnage de roman, il fallait que je découvre quel homme il pouvait être, qui il était exactement, aller un petit peu plus loin que sa carrière militaire. Alors je me suis plongée dans la correspondance de la famille et bien sûr dans les archives familiales de la famille Salaberry. Et c'est là que j'ai découvert comment cette famille-là pouvait être fascinante. Les Salaberry, à l'époque du Bas-Canada, au début du 19e siècle, sont la seule famille à porter ce nom-là. Donc, ils sont vraiment uniques et ils se sont employés à, à déployer autour d'eux toute une série de légendes et de faits fabuleux. Bref, leur histoire ressemblait à un véritable conte de fées. Alors, pour en savoir un peu plus, j'ai continué donc mes recherches dans ce sens-là et j'ai découvert que la pierre angulaire de cette famille-là, c'était Louis de Salaberry, le père de Charles Michel. Alors, on peut dire que l'histoire de la famille Salaberry, c'est quelque chose qui s'apparente à la fois au conte, à la légende, à la tragédie. Pourquoi Charles de Salaberry est devenu un héros? Eh bien, c'est tout simplement parce que il a mené 300 miliciens canadiens, voltigeurs et indiens à la victoire en arrêtant les Américains le 26 octobre 1813 à Châteauguay. Cette victoire-là va marquer l'imaginaire québécois pendant plus d'un siècle. Mais qui étaient-ils, ces fameux Salaberry? Comment peut-on les retrouver? Alors tout de suite, du vivant de Salaberry et après sa mort, on va rapidement fouiller dans les archives. C'est son ami Jacques Vigée qui va essayer de retrouver, de rassembler plusieurs documents pour, semble-t-il, écrire une première biographie sur lui, mais ça ne se fera pas parce que Jacques Vigée va mourir. Il était, à cette époque-là, à la fin de sa vie. En 1860, il y a quelqu'un de la Québec Literary Historical Society, c'est bien ça, qui va rassembler la correspondance des Salaberry avec le duc de Kent, on en reparlera plus tard, et va publier cette correspondance-là en anglais. Alors, on est en 1860. Par la suite, les descendants de Salaberry, certains d'entre eux vont écrire sur lui, notamment sa petite fille, Thérèse de Salaberry, un de ses descendants aussi assez bien connu de la littérature du début du 20e siècle, Robert Larocque de Roquebrune. Et il y aura aussi Philippe Aubert de Gaspé, qui, dans ses mémoires, consacre un long chapitre aux histoires des Salaberry. Et c'est dans les mémoires de Philippe Aubert de Gaspé, répétées par Thérèse de Salaberry et aussi par Pierre-Georges Roy, qui était l'archiviste de la province, qu'on va retrouver nombre d'histoires qui entourent les Salaberry. Des histoires d'hommes forts, des histoires d'hommes qui ont un tempérament fougueux, colérique, etc. Et il va rassembler notamment Pierre Aubert de Gaspé, là, tous ces éléments-là, qu'il tient probablement de Louis de Salaberry. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé que Louis de Salaberry était un peu le personnage important dans cette famille-là qui va influencer la destinée de sa famille. Parmi toutes ces anecdotes qu'on retrouve dans la famille Salaberry, il y a d'abord des anecdotes d'hommes forts.
Louis de Salaberry, par exemple, aurait, attrapé à main nue un serpent à sonnette. Il se serait dégagé lui-même d'une avalanche. Il aurait retenu sur son dos un pan de mur qui s'écroulait lors, du siège du fort de Saint-Jean pendant la première révolte américaine. Alors on lui prête comme ça, ou il s'est prêté lui-même, il a raconté toutes sortes d'histoires comme ça. Un de ses fils, Maurice, aurait soulevé à main nue un canon, alors qu'il n'avait que 16 ans. Charles Michel de Salaberry aurait, paraît-il, alors qu'il était aux Antilles, provoqué en duel un soldat prussien ou un officier prussien et l'aurait, tué au bout d'un combat très difficile. Hem, on ne sait pas toujours si ces histoires-là sont vraies ou fausses. Elles sont souvent répétées. L'histoire du duel a été répétée par tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que Thérèse de Salaberry, par exemple, va dire que son ancêtre n'aimait pas tellement parler de ça parce que finalement, il était contre la violence. Alors, ça nous dit que c'était peut-être une histoire qui avait été amplifiée euh, du vivant de Salaberry ou après. Si, Louis de Salaberry a été capable d'auréoler un peu sa famille de légendes comme ça, il faut dire qu'il y avait, matière. Il était, le fils de Michel de Salaberry, c'est un Basque. Alors les Salaberry, ça c'est une famille d'origine basque. Michel de Salaberry est né au début du 18e siècle à Cibourg. C'est une petite ville en face de Saint-Jean-de-Luz et comme bien, des Basques, il était capitaine de navire. Avec son père, Marsan de Salaberry, Michel va, faire, du commerce. Il va transporter des marchandises de Bayonne, de La Rochelle, vers la Nouvelle-France, les Antilles, Louisbourg, et cetera. Alors il va faire ça, pendant longtemps et en 1733, on va le voir apparaître à Québec. Il va faire un premier mariage, il aura 2 filles et plus tard, il va se remarier. Alors, ce que Michel de Salaberry cherchait, en épousant Madeleine-Louise Juchereau du Chesnay, c'est probablement une excellente administratrice et de ses biens et d'une succession de sa première épouse, une mère pour ses 2 filles, qui sont orphelines et quelqu'un qui vraiment peut veiller à ses affaires pendant que lui est sur mer. Hem, à l'époque où il épouse Madeleine-Louise Juchereau du Chesnay, Michel de Salaberry est devenu officier de la Marine royale. Il a fait ses classes pendant la guerre de succession d'Autriche. Alors, il était, paraît-il, assez courageux. Il patrouillait le fleuve Saint-Laurent, pourchassait les Anglais sur son bateau. Il a fait naufrage, il a été emprisonné à Londres. Alors déjà, lui-même, le grand-père de Charles Michel de Salaberry, c'était un personnage qui avait lui aussi des histoires plus grandes que nature. Donc, ce couple-là aura un seul enfant, Louis de Salaberry. Après la guerre de 7 ans, Michel de Salaberry et Madeleine-Louise Juchereau du Chesnay vont retourner en France. Mais Michel de Salaberry, malgré le fait qu'il a été décoré de la Croix de Saint-Louis pour ses exploits militaires, va quand même avoir une petite pension et il va décider que son fils Louis retourne en Nouvelle-France, retrouver sa tante Thérèse Juchereau du Chesnay et comme ça, toucher l'héritage de sa mère qui, avec celui de la tante Thérèse, fera de lui le seigneur en partie de Beauport avec ses cousins Juchereau du Chesnay. Alors, c'est une des choses qui explique le retour de Louis de Salaberry ici. Il va faire ses études au séminaire de Québec. En fait, c'est le premier élève qui va être inscrit après la guerre de la conquête. C'est lui. Il va rester là un certain nombre d'années. À 20 ans, Louis de Salaberry va chercher son émancipation avec sa tante. Ils vont tous les deux se présenter chez le notaire parce qu'il veut comme ça récupérer avant l'âge de 25 ans sa partie d'héritage de Beauport. Louis de Salaberry va lui aussi s'engager. Il va combattre les Américains pendant la première invasion américaine de 1776. Et là, il va être blessé. Il ne sera pas emprisonné comme certains de ses amis à Albany, mais il va probablement être surveillé à l'hôpital de Montréal. Par la suite, il se marie
avec Catherine Hertel de Saint-François. Alors, Catherine Hertel de Saint-François, elle appartient, elle, à la grande famille des Hertel, une famille qui a été anoblie pour fait d'armes par Louis XIV au début du 18e siècle. Ils vont avoir 7 enfants. Charles-Michel de Salaberry est le premier de ces 7 enfants. Lorsque Philippe Aubert de Gaspé parle de la famille Salaberry, c'est en termes extrêmement élogieux. C'est une famille parfaite, de tête blonde qui pénètre dans une église et là, le silence se fait. Quand on voit ces enfants pieux, bien élevés, beaux, 4 garçons et 3 filles. Louis de Salaberry, ce n'était pas un homme riche pour autant. Il tenait aussi, semble-t-il, beaucoup à la noblesse de son nom. En 1785, il va retourner en France pour aller chercher ses lettres de noblesse. Et quand il revient, il ramène avec lui un patronyme qu'on n'avait jamais vu jusqu'à ce moment-là. C'est le fameux Dirumberry. Alors, quand vous cherchez dans un livre d'histoire les Salaberry, c'est toujours à Dirumberry de Salaberry qu'on doit chercher dans un index onomastique. Alors ça, on doit ça à Louis de Salaberry. Pour lui, ça devait être très important, d'autant plus qu'il va devenir l'ami d'un personnage extrêmement important aussi, le Édouard, duc de Kent, qui est un prince d'Angleterre. Les Salaberry vont faire la connaissance de ce prince d'Angleterre en 1791 quand celui-ci vient au Canada. Ils vont devenir amis avec lui, vont le recevoir avec sa maîtresse, Madame de Saint-Laurent. Ils vont le présenter dans la haute société bourgeoise de Beauport et de Québec. Les Salaberry sont quand même une famille influente avec les Juchereau du Chesnay et probablement que le duc de Kent leur en a été très reconnaissant. Quand il va repartir du pays, le duc de Kent promet à son ami Louis de Salaberry de veiller sur la destinée de ses fils. C'est comme ça que Charles-Michel de Salaberry, son frère Maurice, son autre frère François-Louis et le plus jeune Édouard vont tous entrer dans l'armée britannique. C'est comme ça qu'ils iront tous en Angleterre et c'est comme ça aussi que le destin va les marquer. Quand Charles-Michel de Salaberry s'est marié le 14 mai 1812 à Chambly, je me suis demandé qu'est-ce qu'il pouvait ressentir. On sait, quand on lit les livres d'histoire, quelle a été la tragédie de cette famille-là. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est comment la famille Salaberry l'a vécu. Et c'est comme ça que je suis partie à la recherche à travers la correspondance très abondante qui nous apprend beaucoup de choses si on essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Alors, imaginons les frères Salaberry qui, à tour de rôle, évidemment, Charles-Michel est le plus vieux, Édouard plus jeune. Ils n'arrivent pas tous en même temps en Angleterre. Charles, pour commencer, mais ils vont tous connaître un peu la vie. Ils vont partager les moments de la vie du duc de Kent et de Madame de Saint-Laurent. Ils vont connaître la vie londonienne par moments. Le duc de Kent veille sur eux, va leur fournir leur premier uniforme, les fera étudier dans des bonnes écoles militaires. Le jeune Édouard, notamment, qui est leur filleul et qui est aussi pour eux un deuxième fils. Ils ont beaucoup d'affection pour Édouard, qui va étudier, lui, avec les ingénieurs royaux. Donc, Charles Michel, à une certaine époque, va être en poste aux Antilles, puis aussi en Irlande. En Irlande, il va retrouver une cousine, la nièce de sa mère, Mary Fortescue. Il va être très amoureux de cette fille-là et il va vouloir l'épouser à tout prix. Mais son père et le duc de Kent vont intervenir et vont lui dire qu'il n'est pas assez riche pour épouser cette jeune fille. Et Charles, qui avait 30 ans, va obtempérer. Pour ce qui est des frères, donc ils connaissent cette belle vie, ils étudient, ils s'efforcent, sont très reconnaissants dans leur correspondance, on le voit, on le sent très bien, et ils s'efforcent d'être des bons officiers, ce qu'ils seront. Les deux cadets, Maurice et François-Louis,
décident de partir aux Indes. Ils pensent que ça va favoriser leur avancement parce que comme les Salaberry ne sont pas riches, ils vont tous, leur père va leur acheter des commissions de lieutenant, mais pour gravir les échelons, ils vont tout simplement se fier à leur seul mérite. Ils n'ont pas les moyens, comme d'autres familles plus fortunées, d'acheter les commissions militaires et d'avancer plus vite. Ce qui fait que les deux cadets décident de partir aux Indes et un premier va mourir. Maurice meurt de maladie parce que le climat était très, très dur pour les soldats là-bas et on mourait plus souvent de maladie que d'autres choses. Il meurt donc en 1809, mais la nouvelle va prendre 1 an à arriver ici. Alors, quand, en 1810, Charles-Michel de Salaberry va revenir au pays comme aide-de-camp du général de Rothenburg, c'est là qu'il va apprendre la mort de son frère Maurice. Il va l'apprendre à ses parents parce que le duc de Kent lui a écrit à lui. Mais pendant ce temps-là, il s'efforce de faire revenir son deuxième frère, François-Louis, qui sait qu'il doit revenir au Canada, mais François-Louis va aussi mourir de maladie en 1810, donc 1 an après son frère. Et c'est encore la même histoire qui va se produire. La nouvelle va arriver très, très tard au pays. Et là, le duc de Kent, qui est tellement atterré, se dit, ça n'a pas de sens. Puis là, on commence à être en guerre. Il y a un blocus sur les mers, mais on envoie quand même le courrier via New York. Alors, il envoie, dès qu'il reçoit la nouvelle de la mort de François-Louis, il envoie un courrier à New York pour que Charles le reçoive au Canada et il prépare ses parents, leur annonce la triste nouvelle. Mais le courrier va se perdre. À ce moment-là, les Salaberry vont apprendre la mort de leur deuxième fils en lisant un beau matin de 1812, en mars 1812, la London Gazette, qui fait chaque semaine un rapport. Alors, c'était pour éviter ça que le duc de Kent avait tout fait pour que ça ne se produise pas, mais ça va se produire et ça va faire un choc terrible dans la famille. Et Louis de Salaberry va commencer à en vouloir au duc de Kent. Et là, nous sommes donc en 1812, en mars 1812, mais les choses vont bien pour Charles. Comme la guerre commence à se préciser, il va essayer de réaliser ce qui était probablement un de ses rêves, selon l'historienne Michel Guittard. Il va former son propre régiment de voltigeurs. Il va obtenir la permission du gouverneur Prévost de faire ça le 15 avril 1812. Donc, il va créer ces voltigeurs canadiens qui, on le sait, est un régiment constitué uniquement de volontaires. Alors, Charles va les entraîner à Chambly et probablement qu'au cours de ces mois-là, il y a eu des tractations entre une famille cousine et amie qui vit à Chambly, les Hertel de Rouville. Parce que le 14 mars 1812, à Chambly, Charles Michel épouse Marianne Julie Hertel de Rouville. La famille de Rouville est une famille qui va adopter Charles comme un fils. Vraiment, M. de Rouville, qui lui-même est un vieux militaire, qui a un parcours qui ressemble beaucoup à celui de son beau-fils, démontre énormément d'affection pour son gendre et beaucoup de fierté, ça, on s'en doute. Mais le drame des Salaberry n'est pas terminé parce que le jeune Édouard va insister en sortant de l'école des ingénieurs royaux pour participer à la guerre d'Espagne et il va vouloir rejoindre le général Wellington qui est en train d'assiéger la forteresse de Badajoz qui est sur la frontière de l'Espagne et du Portugal. Et là, dans l'attaque de Badajoz, le jeune Édouard de Salaberry, qui allait avoir 20 ans, va perdre la vie. La famille va apprendre cette nouvelle-là peu de temps après, et un jour, Louis de Salaberry va écrire une lettre à son fils aîné en lui montrant toute sa douleur et son amertume. Et il va dire il va parler de eux, c'est-à-dire les militaires, le gouverneur, les autorités, le duc de Kent, lui ont moissonné ses enfants. Alors, on sent que tout ce drame-là va vraiment influencer beaucoup la destinée des Salaberry, mais aussi celle de Charles de Salaberry, qui, lui, doit poursuivre son parcours. Il est le seul à consoler sa famille, à être encore là, le seul des 4 frères, et il est l'aîné.
On peut s'imaginer comment il se sentait par rapport à ses frères. Il a dû, porter très durement ce deuil-là. Il a dû s'en vouloir aussi parce que lui, il était vivant alors qu'eux étaient morts. Mais il a Marianne Julie. Ils auront un enfant en 1813 et entre-temps, la guerre est déclarée et ses voltigeurs fonctionnent bien. Il est heureux avec sa femme. Il va s'installer à Saint-Philippe-de-la-Prairie, là où sont les voltigeurs. On va lui confier la défense du sud-ouest de Montréal et on sait comment ça se termine. Ça se termine par la fameuse bataille de Châteauguay. Charles-Michel de Salaberry a accompli ce qu'il devait réaliser, c'est-à-dire qu'il est devenu un héros. Son père est ravi. Il lui écrit une lettre où il démontre toute son admiration et son affection au lendemain de Châteauguay. Mais les lendemains de Châteauguay sont quand même amers, parce que le gouverneur Prévost, avec Salaberry, connaissait depuis longtemps parce qu'ils faisaient partie du même régiment et ils avaient eu déjà des différends autrefois. Et ces deux hommes qui ne semblent pas s'entendre. Le gouverneur Prévost va détourner un peu le regard sur Châteauguay et va essayer de s'attribuer la victoire de Châteauguay. Alors, il va y avoir toute une controverse. Était-il sur le champ de bataille? N'était-il pas là? Quand est-il arrivé? Qui a vraiment organisé les défenses à Châteauguay? Est-ce Salaberry ou son supérieur immédiat, Watteville? Finalement, si on se fie à ce que Michel Guitard nous raconte, on comprend que c'est Salaberry qui a vraiment pensé la défense à Châteauguay, organisé les abattis, surtout le grand abattis, connaissait bien le terrain et savait exactement où il s'en allait, a très bien organisé sa stratégie et ce fut une réussite. Le gouverneur Prévost serait arrivé à la toute fin de la bataille et encore. Vraiment, c'était terminé quand il est arrivé. Il va envoyer plusieurs lettres en Angleterre, Prévost. Il va donner des versions officielles dans les journaux. Il donne une version puis une autre version qu'il envoie à son supérieur en Angleterre où il s'attribue la victoire de Châteauguay. Salaberry est furieux. Il est amer, mais il est dans une grande colère et s'il n'en tenait qu'à lui, il aurait laissé l'armée là demain matin. Louis de Salaberry va marcher un peu sur l'amertume qu'il ressentait envers le duc de Kent et va écrire un compte-rendu de la bataille qu'il va immédiatement envoyer au duc en Angleterre. C'est un geste intelligent parce que quand Salaberry va vouloir démissionner, le duc de Kent en Angleterre va empêcher que Salaberry se nuise. Parce que s'il démissionnait sans avoir eu sa pension de lieutenant-colonel, il l'aurait regretté. Alors, tout ça était en jeu, mais Salaberry, à partir de ce moment-là, on va lui donner le titre de superintendant, inspecteur des milices, etc. Mais il n'est plus heureux avec ça. Et Charles de Salaberry laisse sa carrière militaire derrière lui pour s'installer à Chambly. Pourquoi il décide, lui, le seul descendant finalement du seigneur de Beauport, en fait, en partie de Beauport, va décider de s'installer à Chambly? Pourquoi s'éloigne-t-il de Beauport, là où vivent ses deux sœurs célibataires et sa sœur Hermine, qui est mariée avec un de leurs cousins? Ses parents qui sont si tristes, mais peut-être justement parce que à Beauport, c'était un gouffre de tristesse et à Chambly, c'était l'avenir, c'était la vie avec sa femme et ses enfants et aussi parce que son beau-père, Jean-Baptiste Melchior Hertel de Rouville, va lui donner un terrain pour construire sa maison. Il faut dire aussi que Julie avait une très belle dot. Ce n'est pas pour rien non plus qu'il l'a épousée juste avant de faire son propre régiment. Il va avoir donc plus tard la moitié de l'héritage d'Hérouville parce que Julie partage cet héritage-là uniquement avec son frère et toutes les possessions de Chambly vont finir par que les Hérouville avaient dans la seigneurie de Chambly seront celles des Salaberry. Charles Michel va pouvoir aussi acheter un fief dans la seigneurie de Chambly, le fief Beaulac.
À partir de ce moment-là, il devient un peu le personnage le plus important de Chambly, là où s'est installée aussi de la vie civile de Chambly, là où s'est installée l'armée. Parce que l'armée a bâti un immense complexe militaire à Chambly. Alors lui, il est un peu à l'aise, il est avec son ancien monde, mais il est aussi dans une nouvelle vie. Il va construire sa magnifique demeure qui est en bordure du Richelieu, une demeure qu'il va concevoir un peu comme les villas de planteurs qu'il avait vues à l'époque où il était aux Antilles. Une demeure prestigieuse, la plus belle de Chambly. Et il va devenir aussi ce personnage important que les notables vont apprendre à apprécier. En 1821, on va fonder, par exemple, l'Association pour l'avancement de l'éducation dans la rivière Chambly. C'est comme ça qu'on appelait la rivière Richelieu à l'époque. Et Charles-Michel de Salaberry est un des mécènes de cette association-là. Pendant les mêmes années, il y a un rassemblement des marchands et de tous les notables de la vallée du Richelieu pour fonder une compagnie de navigation et construire des bateaux vapeurs. Charles-Michel de Salaberry est partie prenante aussi de cet exercice-là. Finalement, malheureusement, il avait peut-être pas une très bonne santé et il ressentait depuis un certain temps les symptômes de ce qu'on appellerait aujourd'hui un AVC. Le 28 février 1829, il s'écroule lors d'une soirée chez un voisin et meurt le lendemain. Il va laisser sa veuve, Marianne Julie, avec 6 enfants et le souvenir pour la population du Bas-Canada d'un héros courageux. On a évoqué au début de l'entretien tous les efforts biographiques qui ont été faits dans la deuxième partie du 19e siècle. Il faut dire que Salaberry a quand même été honoré de son vivant. Il a reçu une médaille pour Châteauguay en 1816 et il va être décoré de l'Ordre du Bain en 1817. Finalement, son ami Jacques Vigée, qui l'admire énormément, va en 1825 faire une souscription pour produire une gravure du héros de Châteauguay. On retrouve dans de nombreux inventaires après décès au 19e siècle cette fameuse gravure que les gens ont chez eux. Salaberry est un héros. Il y a probablement aussi très peu de héros québécois qui peuvent avoir été honorés de la manière dont Salaberry l'a été. Il y a 3 statues au Québec qui le représentent. D'abord une à Chambly, bien sûr. Il y en a une également au Parlement de Québec et la 3e se trouve sur le bord du fleuve Saint-Laurent à Valleyfield.